on va l'apporter comme ça et on va voir ce qui vient aussi à côté, mais je voulais plutôt vous l'enrober parce que c'est la partie la plus intéressante, je pense, pour le plus grand nombre en fait. Il y a une partie hyper technique, mais Ethereum qui ressent ses priorités sur l'expérience utilisateur, ça fait du bien à voir, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, une des grosses critiques, c'est que, ben, regarde Solana, Phantom Wallet, c'est simple d'utilisation, tu télécharges, l'interface est sympa, c'est intuitif, tu sais où tu vas, t'as pas besoin d'ajouter de RPC, t'as déjà toutes tes adresses, tous tes comptes, t'as même du Bitcoin, c'est ton adresse Bitcoin, t'as de l'EVM, t'as Solana, tu télécharges ton portefeuille, tu te connectes à une plateforme, c'est parti. Mais Tamask, c'était pas ça, hein. Il faut connecter, ajouter des RPC manuellement, regarder, ajouter les tokens si tu les as pas. Donc en fait, pour mettre en route, ça demande déjà de comprendre pas mal de trucs, de faire des manips. C'est pas plug and play, quoi. C'est tu télécharges ton truc, en plus, bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, Rabi, c'est clairement mieux, mais dans l'idée, on peut pas nier que l'expérience utilisateur sur Ethereum, ça rebute pas mal de gens. Et bon, ne serait-ce que détenir un wallet EVM, et puis après, quand tu vas sur la partie DeFi, te connecter à un DEX, te connecter à un bridge, approuver des contrats, swapper des tokens, ben en fait, ça fait peur à beaucoup de gens, hein. Concrètement, moi, je le vois dans l'accompagnement, avec les personnes avec qui j'ai pu échanger aussi, c'est un point qui freine beaucoup de gens, hein. Et on peut penser, et c'est là aussi où il faut dézoomer un petit peu, parce que quand on est sur le crypto Twitter, qu'on suit du contenu crypto, comme ça peut être votre cas, non, où il y a beaucoup de gens qui suivent les cryptos, ça paraît simple, ça vous parle peut-être à tout le monde, hein, connecter, swapper, faire des choses, mais il faut savoir que la plupart des gens, ils sont très loin d'être là en fait, hein. Et c'est pour ça, je pense qu'il y aura toujours de la place, même pour l'accompagnement, la petite pub, comme ce que je propose en description, c'est des choses qui vous parlent pas, parce que vous vous rendez pas compte, pour ceux qui sont là sur le long terme et qui savent faire tout ça, que pour la plupart des gens, en fait, c'est vraiment un gros point noir d'avoir peur de faire une connerie, parce qu'on sait que c'est compliqué en plus. Donc, améliorer l'expérience utilisateur, ça devenait vraiment quelque chose de fondamental pour éviter des parts de marché, justement, auprès de concurrents qui, justement, ont compris ça et essaient de taffer un peu dans ce sens. Et pour le coup, donc là, il y a Thomas, donc co-directeur exécutif. Donc là, on l'a pas vu en détail, mais lui, il est rentré sur la partie exécutive. Il va lui, du coup, il va recentrage stratégique, hein, donc expérience utilisateur, ça va faire du bien. Oui, parce que je voulais faire le lien avec un petit peu d'opium sur Ether, hein, comme on a l'habitude de faire. Mais pour quand même faire le distinguo, parce que bon, on a souvent des nouvelles Layer 1, alors qui apportent certes leur lot d'innovation, mais au niveau décentralisation quand même, on fait pas mieux qu'Ether. Et je voulais vous présenter une petite donnée qui m'a paru intéressante. Alors déjà, avant, le fonds Beadle de BlackRock basé sur Ether avec des tendances plutôt haussières aussi, hein. Là, pour le coup, c'est le fonds qui tokenise des actions, des actifs financiers sur Ethereum. On avait vu, hein, que principalement, ça se passe sur Ether, et des métriques aussi plutôt encourageantes avec plus de 20% en assets tokenisés sur les 30 derniers jours. C'est un fonds institutionnel, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de holders, mais le nombre augmente aussi, donc plus 5%, 74, et bon, ils augmentent le nombre d'actifs tokenisés sur Ether, c'est plutôt positif, et ça fait un peu lien aussi avec cet article que je vous ai trouvé. Pourquoi le cours de l'Ether pourrait atteindre? Alors là, on recommence du coup, ce qui est plutôt un sentiment aussi, il n'y a que des articles comme ça sur Cointelegraph, avec des prédictions assez voilà, plutôt bullish, hein, parce que là, 5000, c'est un x2 par rapport là où on en est actuellement. Mais ce qui met comme catalyseur, c'est intéressant. Et un autre que j'avais pas forcément, bon, on en avait parlé, mais pas forcément autant sous le radar que les autres. Donc bien sûr, catalyseur réglementaire et institutionnel. Donc, si ça arrive, les ETF avec option de staking, clairement, c'est plutôt positif sur Ether, hein. On a vu dernièrement des petits inflows, rien de fou, mais encore une fois, on attend ces ETF staking qui pourraient amener clairement du momentum et de l'intérêt. Et après, scalabilité, IA et retour du mécanisme déflationniste. Alors, Spectra, pour le coup, on en a parlé quand même, pas mal, hein, avec ce que ça impliquait. On attend toujours d'ailleurs l'UX qui soit un peu plus sympa, mais ça va venir. Alors, meilleure efficacité sur les L2, bon, ça on connaît aussi, plutôt déflationniste, positif pour le prix. Et ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est l'IA. Et apparemment, voilà, on le sait, hein, on ne roule pas là,
il parle aussi, mais en général, on dit ben, la monnaie de l'IA, ça sera la crypto. Il n'y a pas de raison que ça se fasse sur les fiat. Et apparemment, et ça j'ai été le vérifier, on va le voir juste après, par moi-même, l'intégration de l'intelligence artificielle en crypto, avec le défenseur donc d'Act, Eric Conner, qui a souligné que ChatGPT préfère l'infrastructure d'Ethereum pour gérer des fonds multi-signatures. Et grosso modo, là, on est un peu en train de tâtonner, mais ça va se faire l'intégration de l'IA avec la crypto. Et pour le coup, moi, j'ai demandé aussi à ChatGPT, donc si vous l'avez, demandez lui aussi, avec ce prompt. Alors, Brutally, je pense qu'il y a une faute en plus, mais c'est un prompt qui marche pas mal, je pense. Si vous vous intéressez à l'IA, vous l'avez peut-être vu passer. Donc, soit brutalement honnête, donc c'est-à-dire... parce qu'en général, il a plutôt tendance à être d'accord avec toi. Tu lui dis, est-ce que tu serais plutôt d'accord avec ça? Il dit, oui, oui, t'as raison. Non, là, tu dis, non, t'es vraiment honnête à fond, tu me mens pas, t'es le plus arbitraire, sois le plus honnête possible. Si tu devais choisir une et seulement une layer 1, je peux pas parler de layer 2, juste choisis une layer 1 crypto pour être utilisée par l'intelligence artificielle, ça serait laquelle? Il me répond, bah, si j'étais vraiment honnête, je choisirais Ethereum. Donc en fait, bon, l'article de Cointelegraph, apparemment, il a raison. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres prompts pour essayer de tester un peu le truc, mais moi j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que serait la layer 1. J'ai essayé de faire le plus neutre possible. C'est quoi la layer 1 que tu choisirais? Moi, il m'a confirmé il y a quelques heures, quand je préparais le live, que ça serait vraiment Ether. Et pourquoi? Et ça nous fait le lien un peu avec Sui et les autres protocoles, notamment Solana aussi. Hein. Donc là, c'est la réponse. Ouais, c'est le prompt que j'ai mis. Donc, vous pouvez mettre le même ou essayer de le twister un peu pour voir si ça vous dit quelque chose de différent. Mais je ne vais pas demander le pourquoi du comment. Hein. Sois honnête, tu choisirais quoi? Ethereum, pourquoi? La profondeur de l'écosystème, donc en termes de développeurs, les outils à disposition, l'infrastructure qui existe, et si on veut intégrer la crypto de manière sérieuse dans l'IA, il faut ce genre d'infra. Composabilité, maturité, voilà. Là, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Ether est en tête. Hein. Décentralisation réelle, mais oui, parce que on a beau avoir des nouvelles Layer 1 super rapide, super plus efficiente qu'Ether avec moins de frais, ben, ce qui pêche encore un peu quand même, c'est la décentralisation. Hein. Que ce soit au niveau des validateurs, au niveau des tokens, au niveau de la tokenomique, mais bon, surtout au niveau des nœuds, des validateurs. Ben, l'usage de l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment des garanties fortes sur la décentralisation et la plupart en fait de celles qui font le claim d'être déjà prêtes pour l'intelligence artificielle, au final, bon, ça reste des databases permission où bon, ça c'est décentralisé jusqu'au jour où ça l'est plus quoi. Donc c'est un peu au bon vouloir du projet et s'il y a une couille majeure, on se rend compte que c'est pas si décentralisé que ça. Notamment avec le peu de validateurs. Hein. Et vous, Hyperliquid et Sui. Pour le coup, sur Ether, on avait vu notamment avec le hack qui avait eu. C'était lequel du coup? Le dernier des Nord-Coréens qui nous avait fait un coup encore où il parlait même de rollback de chain. Mais Bybit, oui, je suis con. Bybit. Les 2 milliards sur Bybit où il y avait une bonne partie qui était sur Ether, où il y avait eu même des questionnements sur le rollback de chain. Et en gros, il n'y avait eu aucun consensus qui était émergé parce qu'il y avait trop décentralisé. Donc plus difficile effectivement pour... s'il se passe un truc comme ça, ça risque de... Ça prend du temps pour se mettre d'accord. C'est notamment pour ça que tout ce qui est EIP, Pectra et les implémentations sur Ether, ça prend du temps parce que c'est décentralisé et ils essaient de garder cette roadmap. Et du coup, pour mettre tout le monde d'accord, de voir comment on allait le mettre en place, plus si on revient sur le côté profondeur de l'écosystème avec toute l'infrastructure, tout ce qui est monté sur Ether, tout ce que ça implique de changer quoi que ce soit, ça prend du temps. Mais pour le coup, c'est vraiment décentralisé. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Mais pour le coup, si on veut vraiment de la décentralisation, on a Bitcoin, mais du coup, bon, pour tout ce qui est usage IA, c'est pas forcément pratique. Et vraiment décentralisé. Bon, on a Monero aussi, peut-être, on a quand même quelques-unes, mais il y a quand même pas mal de L1, elles sont quand même centralisées. Après, la scalabilité à travers le L2, donc ça, bon, il y a des L1 qui sont plus scalables sans avoir besoin, c'est vrai, des protocoles et des couches supérieures. Bon, c'est la roadmap d'Ether. Mais bon,
ChatGPT considère qu'avec les L2, on pourrait s'en sortir. Effectivement, la roadmap de la scalabilité sur Ether, pour l'instant, mais ça passe clairement sur les Layer 2, hein, qui a été aussi confirmé par Pectra. Hein. En gros, ils ont encore augmenté les possibilités sur les L2. Et ensuite, crédibilité, longévité. On a beau lui taper dessus, et il a eu son bon moment de FUD, hein, jusqu'à présent. Voilà. On n'entend plus trop parler d'Ethereum Killer, mais on entend encore parler, ça va flipper Ether. Mais bon, il y a beaucoup de blockchains, alors pas forcément de cycle 1, même si on en a aussi sur ce cycle, de cycle 2, type Solana, vas-y, on va flipper Ether. Bon, ou c'est une L1 directement pour l'intelligence artificielle, mais bon, Ether, il est déjà prêt, on peut l'intégrer, hein. Il y a des outils qui permettent de le faire, sans forcément se rebrander comme certains projets qui se sont rebrandés. En fait, sur ce cycle où l'IA marche bien, en fait, on a un projet d'IA nous aussi. Avant, on faisait pas trop, on faisait des modèles 3D par exemple, mais tac, maintenant on passe sur un truc IA. Et pour le coup, Ether, ils continuent sur leur roadmap. Hein. Tu peux critiquer, mais ça reste quand même le cas. Qu'est-ce qui se passe des autres? Alors, pour le coup, on a les projets bien IA avec les principaux. Il y a peut-être Render qui manque, mais bon, c'est pas forcément non plus destiné à ça exactement. BitTensor, alors pour le coup, on va en parler un peu après, qui est quand même intéressant, on va pas cracher dessus, mais bon, ça reste encore un peu niché. Et oui, parce que voilà, je l'avais oublié celle-là. Mais au niveau centralisation, Tao, c'est pas mal non plus, parce que cette semaine, on en avait parlé dans le groupe pour ceux qui y sont. Mais peut-être que même peut-être vous en avez des Tao en portefeuille et même peut-être stacké sur route, mais cette semaine, ils ont arrêté la chain, donc ils l'ont mis en sécurité pendant 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle plus, mais en tous les cas, il y a eu un problème sur un bloc et bon, par principe de précaution, les devs ont mis en sécurité, donc en fait pour un utilisateur lambda, il n'y avait plus moyen de passer les transactions, donc clairement centralisé aussi. Un BitTensor, c'est un projet pour développer justement l'IA open source de manière décentralisée. Ça, c'est le but, mais pour l'instant, avec le protocole, et ça vient d'une faille et d'un problème qu'ils ont hérité de Polkadot, parce que comme ils sont basés sur Polkadot, il y avait une couille sur la partie Polkadot, donc du coup maintenant il y a des appels à changer ça, mais pour le coup, BitTensor a été arrêté cette semaine, donc pas moyen de faire passer vos transactions pendant 2 jours, au moins 2 jours, au moins 2 jours, je pense, si c'est pas un peu plus, ou 1 jour et demi, voilà, mais dans ces eaux-là, dans tous les cas, ça s'est arrêté, comme ce que fait Solana. Bon, cette année, je sais pas s'ils sont arrêtés, mais en général, c'est 1 ou 2 fois l'an. La chaîne s'arrête aussi parce qu'il y a un problème, donc il faut le savoir aussi. Donc bon, c'est vrai que ça reste quand même assez expérimental. Ce qu'ils veulent faire, on est d'accord que c'est hyper important. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les subnets, ce qu'on travaille dans le groupe, c'est si BitTensor est amené à marcher, il faut que les subnets marchent. C'est-à-dire qu'il y ait des projets d'IA décentralisés qui vraiment prennent de l'attraction, de l'utilité réelle, des vrais produits. Et ça passera par la réussite des entreprises, des subnets qui sont dessus. Donc, on va faire ma dernière vidéo sur BitTensor, où j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple pour vous expliquer un peu ce que c'était un subnet et pourquoi ils avaient besoin de Tao. Qu'est-ce que venait faire Tao dans ces subnets. Mais en gros, c'est des entreprises. Il y a bien quelqu'un physique derrière avec les mineurs, les validateurs qui ont un projet d'entreprise, un projet, un produit, des services en IA et qui se servent des mécanismes de BitTensor pour le développer. Mais bon, ça reste quand même assez novateur. Et bon, des Tao, ça date de même pas, c'était en mi-février. Donc ça reste encore voilà, assez expérimental. Voilà, assez centralisé. Mais cette semaine, on l'a déjà vu et il me semble, dans le Discord, j'ai vu que par le passé, ça s'était déjà arrêté l'année dernière. Donc, très clairement centralisé. Si on peut arrêter la blockchain, si l'équipe, les devs principaux peuvent arrêter la blockchain, c'est que c'est centralisé. On peut avoir les validateurs qui sont centralisés, donc du coup la chain est centralisée, mais parce que les validateurs peuvent se mettre d'accord pour bloquer les transactions. Donc c'est une forme de centralisation. Et après, c'est peut-être encore plus centralisé si les devs directement peuvent arrêter la blockchain. Donc c'est pas au niveau des validateurs qui peuvent bloquer certaines transactions, c'est directement la blockchain entière qui s'arrête. Donc c'est pas certaines transactions, c'est toutes les transactions. On ne pouvait plus trader les DTAO, on ne pouvait plus
bouger les TAO, enfin tu peux plus rien faire, ta blockchain ne marche plus. Donc tu peux plus inscrire de nouveaux blocs, pas de rendement d'API non plus parce qu'il n'y a plus de nouveaux TAO émis, mais voilà. Donc force est de constater que pour l'instant ça reste encore centralisé. Fetch, Océan, Akash, donc projet intéressant mais infra, hein, donc pas forcément la composabilité d'Ether, et en plus en termes de cred, alors c'est dans les plus connus en termes d'IA, mais bon, ça reste quand même plutôt de ce cycle, hein, notamment Fetch, qui avec la fusion, ça reste encore assez vert, hein. On peut avoir de l'espoir, on peut se dire que ça va marcher, mais dans l'idée, ça reste encore pas mal de choses à démontrer, hein, notamment le bear market, notamment plein d'incitations, les mécanismes, l'économie, comment ça va vraiment marcher. C'est bon, il y en a certains, notamment Tao, qui peut être plutôt prometteur, mais il faut encore le crash test en fait, ce qu'a fait Ether. Et on a ensuite Solana, donc toujours mon prompt ChatGPT, hein, qui est très rapide, et ça, on peut pas le nier, hein, c'est très rapide, qui est facile pour les devs, mais qui a aussi des problèmes de centralisation, ça c'est vrai. Alors, il me semble qu'ils vont mettre en place des choses où ça va un peu améliorer, mais je suis pas non plus fervent suiveur de Solana, donc j'ai vu passer quelque chose, mais je sais pas si c'est le mécanisme de consensus qui va permettre d'aller encore plus vite, et si ça va permettre de centraliser encore plus. Mais bon, décentralisation et uptime, clairement, hein, on l'avait montré aussi, 1 ou 2 fois l'an, pareil, ça s'arrête. Et effectivement, c'est pas vraiment là où tu veux que tu as des IA critiques pour certaines missions qui doivent vivre, hein, parce que l'IA, il faut de l'uptime en fait, hein. Si tu as des projets, ça dépend quoi, mais tu as certains services qui ne peuvent pas se permettre d'être down en fait. Donc il faut vraiment une blockchain qui est la plus grande garantie possible que tu auras accès en fait à ta blockchain, à tes projets, quoi. Donc au final, alors on va peut-être prendre les questions après. Verdict final pour Ether, si on veut miser sur l'IA et la crypto avec une utilité réelle, le move le plus intelligent, c'est de l'intégrer à Ethereum et ses layer 2. C'est peut-être pas le plus flashy ou le plus rapide, et c'est vrai, hein, clairement, la hype est le plus rapide, bon, sur ce cycle on l'a vu, hein, mais c'est le plus probable, hein, parce qu'encore une fois, aucune certitude, hein, d'être là encore dans 10 ans avec tout qui est encore dessus. Donc c'est un peu le fil rouge, vous l'avez vu, hein, on a vu le hack de Sui, clairement, nouvel écosystème prometteur qui propose des choses, après ce que dit Raoul Pal, parce que j'ai pas creusé non plus, donc c'est un peu proxy, qui sont intéressantes, mais centralisées et qui restent encore à faire leurs preuves, hein, parce que clairement, ils n'étaient pas non plus à l'abri de tout ce qui peut se passer, mais ça rejoint un peu, hein, si on doit miser sur une couche de base sur le long terme pour des applications réelles avec bon, la partie WA, ça se passe sur Ether, c'est indéniable, hein. On a vu Fidelity, on a vu BlackRock et la plupart. On a vu comment c'était entre particuliers. La première était entreprise française qui a mis Ethereum pour tokeniser des actifs immobiliers. C'est un peu plus à la marge, mais dans l'idée, la plupart de ceux qui font du RWA, c'est sur Ether. Donc clairement, ils ont décidé aussi, en regardant les possibilités en termes de Layer 1, que Ether faisait le taf. Et maintenant, il y a un peu cette nouvelle partie. Si on doit intégrer l'IA et la crypto, il y en aura plusieurs aussi, mais apparemment, pour l'instant, la blockchain de prédilection pour intégrer à l'IA, c'est Ether et pas autre chose. Donc c'est un peu d'opium, certes, mais pour le coup, c'est pas déconnant en plus les arguments qu'il avance, hein. Et c'est des choses qu'on a commentées, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et peut-être qu'on l'avait déjà dit, parce que du coup, je ne pas pris les questions.